Hey, salutations bande de Yule, c'est le Don. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plus que bien. Il semblerait que dernièrement, certaines de mes théories se soient justifiées. Je pourrais bien évidemment vous passer les extraits pour ainsi flatter mon ego comme il se doit, mais il se trouve que des prédictions justes, j'en ai sorti pas mal, et j'ai pas de temps à perdre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 927 de One Piece. Mais avant toute chose, comme c'est le rituel, je me suis rendu compte suite à ma dernière vidéo que le nombre de pirates du Don a drôlement augmenté. What the fuck, bro? Vous serez toujours les bienvenus dans mon équipage. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas sorti de vidéo sur le chapitre précédent, je vais faire un rapide topo au début de cette vidéo. Donc désormais on peut commencer cette review de chapitre. C'est parti. Je n'ai peut-être pas eu le temps de faire une vidéo, mais j'ai quand même écrit un texte. Je vais soulever rapidement les points qui selon moi semblent importants. En plus de trouver les samouraïs et ceux qui sont pour la rébellion, il faut armer le peuple. Et pour ça il faut impérativement récupérer les cargaisons d'armes qui seront produites et distribuées à l'étranger pour justement les redistribuer à la rébellion. J'espérais aussi que Oda allait nous présenter le shogun comme il se doit, en plus d'avoir un aperçu sur ce que fait Zoro. Luffy et Kid vont devoir faire face au chef de la surveillance et répondre de leurs actes. J'avais dit aussi que peut-être même une calamité pourrait intervenir. Autrement dit, ça va saigner. Et ensuite j'ai dit que si Luffy et Kid arrivent à se débrouiller avec des menottes en granit marin, c'est beaucoup et grâce à leur rivalité. D'ailleurs ils me cassaient de rire. Voilà, ils étaient motivés par leur concurrence, l'esprit shonen. Et d'ailleurs les mecs ils bouffaient comme pas possible. Il me cassait de rire. Vraiment, ce chapitre, il m'a fait gaulerie comme jamais. Les mecs bouffaient comme de gros porcs et ils partageaient à personne. Chose qui sera importante pour la suite parce qu'ils créent un petit peu de chômage technique avec leurs conneries. Il faut que tout le monde dans la prison soit dans la même vibe. Et donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, la vérité sur le haki, ils devront mettre leur ego de côté. Et pour le coup, et vous le savez, les théories pour moi, ce sont comme des petites friandises. Du coup, j'en ai fait quelques-unes. Les voici. Dans la prison, on a eu un aperçu d'un personnage caché dans l'ombre dans une cellule. Et ce dernier s'amusait à cracher les arêtes de poisson sur les gardes et s'en servait comme d'une arme. La mise en scène peut nous laisser penser qu'il s'agit en réalité d'un prisonnier qui aurait été démuni de ses membres. Et ce mec, sans la moindre pression, s'est entraîné à cracher les arêtes de poisson comme s'il s'agissait d'une balle de fusil. Après ça, une interrogation m'est venue. Et s'il s'agissait en réalité du traître qui a donné la localisation de Zo à Jack et qui a balancé Raizo? Du coup, est-ce un mink ou un simple prisonnier politique? Dans tous les cas, Raizo est en route pour délivrer Luffy, ce qui pourrait amener une rencontre avec le prisonnier de l'ombre. Mais bien entendu, absolument rien ne va se passer comme prévu. Voilà, maintenant le recap est fini, on peut commencer cette review. Ce chapitre commence donc dans la capitale des fleurs. Nous retrouvons donc Robin, Franky et Usopp manger au stand de Sanji. Sanji qui est littéralement en train de canaliser toute la clientèle féminine de toute la capitale. Bien joué poto, j'espère que tu vas pécho. Mais petit souci, ce n'est pas productif en ce qui concerne le plan de Kinemon, et donc rassembler un maximum de samouraïs. Mais des individus particuliers vont interrompre tout ce tumulte et passer devant la queue qui fait 320 milliards de kilomètres de long. Il s'agit en réalité de la famille Kyoshiro, donc des Yakuza, qui viennent réclamer des impositions. Tout simplement parce que Sanji a investi leur territoire. Ah bah oui, hein, ils ont vu que son chiffre d'affaires était littéralement en train d'exploser et ils veulent leur part du gâteau, les mecs. Il leur faut leur dose de raquettes. Robin, cette geisha magnifique, nous fait un vite récap sur qui est Kyoshiro. C'est donc ce personnage qui nous avait présenté la prophétie de Toki et qui par la même occasion avait traité le shogun Orochi de lâche, ce serait important pour la suite. Robin nous le décrit comme étant en réalité un boss yakuza, en plus d'être un samouraï plutôt arrogant. Après ça, les yakuza ont la bonne idée de gâcher toute la nourriture qu'a préparé Sanji et s'attaquent à son stand et au bol de ses clients. Vous la sentez la tension monter ou pas? Parce que Franky lui l'a senti. Comme Sanji lui déteste que l'on gâche la nourriture, et il va mettre un énorme high kick dans la tête du yakuza. Et au même moment, Franky va s'intéresser à la baston pour placer un petit German suplex des familles. German suplex. Donc les deux sbires sont KO et le troisième est parti en courant. Chercher de l'aide. Et Sanji prend bien soin de faire avaler tout ce qui était tombé par terre dans la bouche du yakuza. Donc les mecs quelque part, ils prennent leurs pieds dans leur détresse. Et comme la bouffe est bonne, ils finiront bien par en parler, avec toutes les répercussions qui vont avec. Mais malheureusement, si on part du principe que toute la foule qui s'était réunie dans le boulevard est partie aussi rapidement, c'est que dans une moindre mesure, ils savent très bien que les yakuza peuvent appeler du gros monde. C'est une fois toutes les tensions apaisées qu'une enfant fait son apparition pour redemander un service à Sanji. Elle se prénomme Otoko.
Otoko. On apprend de celle-ci qu'elle avait entendu parler de la cuisine de Sanji dans toute la capitale et avait économisé pour l'occasion. Et en plus de ça, s'est mis en retard sur son travail pour pouvoir en manger. Elle finira par dire que c'est la première fois qu'elle mange des soba aussi bonnes. Elle fera même une petite blague sur son prénom qui aura pour effet de faire s'écrouler au sol les membres de l'équipage. Sauf Robin, faut qu'elle reste digne quand même. Cette petite fille joyeuse de bonne volonté s'est créé donc un petit lien avec les membres de l'équipage. Et juste avant de s'éclipser, on apprendra d'elle qu'elle est en réalité une Kamuro, donc une suivante dans une parade. La parade de Loiran qui est censée passer sur ce boulevard. Et justement, elle dit qu'elle repassera avec la parade sur le boulevard sur lequel se trouvent nos amis. Et ce, un peu plus tard. Et selon la note que nous a donnée Scantrad, Euran est un titre donné aux courtisanes de haut rang. On applaudit donc Scantrad. C'est donc une fois Otoko parti que la vieille dame maîtresse de Horobin intervient de manière complètement inattendue pour nous présenter comme il se doit cette fameuse Euran, mais aussi pour apporter de bonnes nouvelles. Elle nous est donc présentée comme une idole absolue à Wano Kuni, une superstar d'une beauté incontestée. Serait-ce une rivale pour Robin? Elle est censée avoir reçu la meilleure des éducations et porte le nom de Komurasaki. La vieille dame surenchérit comme quoi sa splendeur n'a rien à envier avec celle des dieux et qu'elle est proche de la perfection et tout le tout team. La vieille dame dont j'ai complètement oublié le nom nous passe l'info comme quoi elle a été invitée à participer au banquet proposé par le shogun Orochi et donc par la même occasion Horobin est elle aussi invitée à y aller. Elle doit donc partir dans l'immédiat se préparer avec la petite vieille. Quand tout se passe aussi facilement dans One Piece, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est donc à la page suivante qu'on a enfin un aperçu sur cette fameuse parade où l'on peut voir Otoko rejoindre Loiran plus en aval du palais d'Orochi. On observe que cette dernière est drôlement acclamée, les hommes sont éblouis, ne peuvent rien faire face à cette pure beauté et à sa tunique qui est parée de telle sorte à avoir cet effet-là. Et cette dame qui en apparence est très grande, elle est tellement grande que sa tête dépasse du cadre. Et donc par conséquent, Oda n'a pas envie qu'on voit son visage de suite. Cependant, on peut la voir sourire lorsque Otoko vient s'adresser à elle. Et Otoko, pour lui parler, utilise le terme Ni-chan, ce qui veut dire que tout simplement les deux sont relativement proches. Otoko lui a apporté un étui. Serait-ce une arme ou un éventail? Je ne sais pas. Mais dans la case d'après, on peut voir tous les bolosses qui n'ont pas réussi à tenir face à la beauté de ce personnage. Mais tout semble indiquer qu'elle se part de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas la reconnaître, tout simplement. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que quand j'ai vu le chapitre, ma première intuition était de comparer Loiran à Inori, la fille de Toki-sama et de Oden-sama, mais aussi la sœur de Monosuke, on va pas l'oublier. Et s'il s'agit véritablement de la fille de Oden, ça fait un point de plus pour le Don. Lors de ma toute première vidéo, j'avais dit que si cette dernière était encore en vie, elle aurait dû passer par un changement d'identité pour pouvoir faire profil bas à Wano Kuni. Oh mais les gens, vous imaginez tout le drama que cela peut créer? Et si là en plus elle va chez Orochi, donc l'ennemi mortel de son père, à Inori bien sûr, à un moment donné elle va forcément faire tomber les masques. Énorme drama, j'adore le drama, je me délecte de la souffrance des personnages. Orochi, victime bolos. Ça veut dire que sous son statut d'idole quelque part, elle fait le même travail que Robin en ce moment, donc collecte d'infos, etc., etc. Donc si on admet que cette femme est bel et bien Inori, il faut se poser la question maintenant, c'est si elle a hérité du fruit du temps. On ne peut pas laisser un fruit aussi important disparaître dans la nature. Toki, lors de ses derniers moments, avait normalement déjà tout prévu. Je me suis aussi demandé, en la voyant pour la première fois, si ce n'est pas elle qui figure entre les actes de l'arc Wano Kuni. Et justement, entre les actes, elle porte un masque. Et si on ajoute à ça le fait qu'elle éblouit un maximum de personnes qui se trouvent autour d'elle, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas vraiment pouvoir constater son identité, on peut en déduire tout simplement qu'elle fait ça volontairement. À moins bien sûr que ce ne soit une coutume tout à fait légitime parmi les courtisanes de haut rang. Mais le fait qu'elle est capable de faire s'évanouir et d'envoyer à l'hosto des personnes me conforte dans cette idée. On pourrait théoriser pendant des heures, mais on n'a pas assez d'informations sur elle pour vraiment pouvoir la caractériser tout simplement. Tout ça pour dire que si elle a vraiment un lien avec Oden-sama, cela ne peut annoncer que un bon et gros et magnifique coup de théâtre. Mais malgré tout, on peut prévoir quelques événements pour la suite. La parade va tout droit vers le palais de Orochi, et ce en passant par le même boulevard où se trouvaient Sanji et compagnie. Otoko était parti dans le sens inverse quand elle a dû rejoindre la parade. Et je trouve maintenant qu'il est fort probable que Otoko va lui parler du plat qu'elle a mangé qui était préparé par Sanji. Plat qui avait un franc succès auprès de la gente féminine, donc je pense sincèrement qu'il est fort probable qu'elle s'y intéresse si Otoko lui en parle. Et comme au palais d'Orochi, il se constitue en ce moment même un banquet, elle pourrait tout simplement recommander Sanji et ses amis à venir au banquet, en plus de Robin, qui elle était déjà censée y aller. Ce qui pourrait empêcher Omogi
Mugiwara de tomber sur les renforts des Yakuza. Et justement, après la situation avec Loiran, on a une mise en situation de Kiyoshiro, où l'on retrouve le sbire qui avait déguerpi lors de la baston du début de chapitre. Et ce dernier vient l'avertir comme il se doit. On apprend aussi que les Yakuza sont investis dans la plus haute tour, avant le palais bien sûr, de la capitale des fleurs. C'est un moyen simple pour nous avertir que l'organisation des Yakuza est relativement puissante. Kiyoshiro, le boss de cette dernière, il nous avertit qu'il ne peut pas s'occuper du cas désespéré du sbire, mais en revanche qu'il a été invité chez le shogun Orochi pour le banquet. Ce dernier demande à son sbire de contacter Queen, la calamité, en espérant qu'il enverra des assassins, donc des gens beaucoup plus qualifiés que des Yakuza pour faire du mal. Étant donné que les Yakuza se sont fait littéralement éclater par les Mugiwara, on n'a pas vraiment un très bon aperçu des rapports de force. Le sbire de Kiyoshiro ajoute que ça risque fortement de faire du grabuge, mais cela n'a pas l'air de déranger le boss de la mafia. Étant donné que les seuls fautifs sont Sanji et Franky, il faudra aux subordonnés de Kiyoshiro d'écrire aux assassins s'ils viennent véritablement, les personnes concernées, l'endroit, etc. À moins qu'ils ne soient pas déjà très loin et qu'il s'agisse de ninjas ou que sais-je. Mais avec tout ça, on en apprend beaucoup plus sur la nature des relations qu'a l'équipage de Kaido avec les institutions à l'intérieur de Wano Kuni. Donc la pègre représentée par la mafia de Kiyoshiro et l'état général représenté par le shogun Orochi. Les Yakuza qui donc ont un certain contrôle sur la capitale des fleurs, la capitale ce n'est pas rien, ont en plus de leur force de base la capacité de faire appel aux forces de Kaido en passant par les calamités. Donc les Yakuza sont tolérés, mais en plus de ça, Kiyoshiro n'a rien contre le fait que les hommes de Kaido pourraient tout simplement ruiner la capitale des fleurs. Si bien évidemment ça amène vers des tensions et des affrontements. Donc la pègre qui normalement est la face cachée d'une société et qui fonctionne grâce à l'économie souterraine, donc comme on l'a vu en début de chapitre, le racket, mais ça peut aussi être les impositions sur les commerçants, sur le trafic d'armes, de drogue et même trafic d'êtres humains, prostitution, etc. Donc avec cette face cachée qui ici est complètement intégrée à la société de Wano Kuni, la question c'est, est-ce que Kiyoshiro, le boss de la mafia, ne voudrait tout simplement pas renverser le pouvoir du shogun? Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la première fois qu'il nous a été présenté ce personnage, il nous présentait la prophétie de Toki avec un certain rapport, le sien, il avait de bonnes raisons d'y croire, mais en plus de ça avait traité le shogun Orochi de lâche. Et tout ça en étant relativement saoul. Et quand on est saoul, eh ben on dit la vérité, voilà. Et très souvent ça peut servir d'élément perturbateur. Donc toi qui regardes cette vidéo, n'oublie jamais ça quand tu picoles, avec modération bien évidemment, tu le sais très bien. Mais malgré tout, la relation qu'a Wano Kuni avec l'équipage de Kaido doit se reposer sur des fondements solides. Donc s'il doit y avoir un renversement au niveau des pouvoirs, ça jouera sur des aspects beaucoup plus compliqués et encore inconnus. Ça peut être des arrangements, des compétences, les secrets des poneglyphes, on sait pas. Bref, passons au cas suivante où on a enfin un aperçu de Orochi, le shogun de Wano Kuni, mais à travers une fenêtre en papier, du coup on est déçu. Et ce shogun nous est montré avec une certaine forme reptilienne. Forme qui nous fait irrémédiablement penser à celle de l'hydre de Lerne, créature mythique venue tout droit des contes de la Grèce antique, bien caractérisée par ses 6 têtes. Il semblerait donc, à première vue, que le shogun ait ingurgité le fruit à caractère mythologique de l'hydre, créature qui a la particularité de refaire pousser 2 têtes quand l'une d'elles est coupée, et en l'occurrence lorsque celle-ci naît, n'en a qu'une seule. Donc en premier abord, additionner le nombre de têtes que possède le shogun sous cette forme est donc le témoignage de ses précédentes défaites. Et quand je dis ça, je pense à un certain Oden Kozuki, personnage que le shogun a absolument voulu chercher à diaboliser, et ce par la propagande et l'instrumentalisation du pouvoir. Celui-ci n'a tout simplement pas pu tolérer sa propre infériorité. Et en plus de ça, petit détail marrant, chacune des têtes est coiffée d'un chignon de samouraï. Le dernier veut donc cacher son complexe d'infériorité derrière une question d'honneur. Kiyoshiro, le boss de la mafia, l'avait traité de lâche. Souvenez-vous, dans ma précédente vidéo, j'énonçais le fait que les fruits du démon renforcent la personnalité d'un individu. Le pouvoir de l'hydre, certes, procure à son utilisateur une certaine invulnérabilité, comme 2 têtes poussent à la place d'une quand celle-ci est coupée. On peut donc en déduire que ce mec est un gros nul, en plus d'être un gros porc. Et en parlant de gros porc, ce dernier nous est présenté lorsque l'un de ses subordonnés vient l'avertir que Loiran Komurasaki est sur le chemin du palais. Et celui-ci répond, en la désignant par son prénom, que aujourd'hui elle sera enfin sienne. Et derrière ça, un petit rire machiavélique. On peut en déduire qu'il y avait de base une certaine proximité entre les deux, mais on pense bien évidemment que Loiran n'a jamais véritablement bien reçu ses avances, et a dû à cette occasion préparer un plan machiavélique pour s'emparer d'elle. Et pour que son plan marche, il va peut-être compter sur le syndrome de Stockholm. Mais
Mais les gens, il y a une particularité de l'hydre que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que l'hydre a une caractéristique bien particulière. En effet, son haleine putride est empoisonnée, et je ne pense pas que des chewing-gums à la menthe puissent le sortir d'affaire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est sur ça qu'on va enfin pouvoir commencer la conclusion. On observe donc qu'il y a une convergence des acteurs vers le château de Orochi. Il y a donc Loiran, qui a du souci à se faire visiblement, même si celle-ci a sa propre sécurité, mais il y a aussi Robin, qui intervient en tant que geisha, et ce serait marrant qu'il y ait une petite concurrence entre les deux. Robin qui a déjà été invité par Kyoshiro à danser pour lui, étant lui aussi invité au château. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être Sanji qui sera recommandé. Bien évidemment, Sanji ne pourra pas résister à son charme. Mais dans tous les cas, s'il y a des échauffourées à ce banquet, il se fera un plaisir de défendre les femmes. Car pour lui, elles passeront toujours en priorité. C'est sur cette note positive de gentleman qu'on peut se permettre de conclure. Quelle est donc la véritable forme du shogun Orochi? Quelles sont les véritables intentions de Kyoshiro, le boss de la mafia? Que va-t-il advenir des Mugiwara, sachant que des assassins vont peut-être venir? Et est-ce que Loiran a un lien avec Oden Kozuki? Mais tout ça, on le verra la prochaine fois. Et dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Le dégoût est présent. C'est pour cela qu'on se donne rendez-vous la prochaine fois pour parler de One Piece. Sur ce, si tu as aimé te faire influencer, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à rejoindre ma flotte si le cœur t'en dit en appuyant sur le bouton s'abonner. Mais attention, les prédictions du Don s'avèrent souvent justes, donc intégrer mon équipage, c'est se voir raconter la suite. Mais dans tous les cas, vous serez toujours les bienvenus. C'était le Don pour vous servir.